Et justement, vous avez parlé des expériences de mort imminente. Ça va être quoi les récits communs, et que ce soit intraculturel, donc par exemple si on va prendre des récits dans l'Ouest, ou même interculturels, parce que c'est des expériences qui, je sais pas depuis quand, enfin je sais pas de quand date le premier récit qu'on a pu avoir. Est-ce que ça remonte à des anciennes civilisations ou est-ce que on retrouve des traces que récemment dans les siècles précédents? Mais voilà, quels sont les points communs entre toutes ces expériences, entre ces récits qui permettent du coup d'un peu mieux appréhender peut-être le rôle ou en tout cas la fonction qu'on pourrait trouver à cette expérience-là. Alors, c'est aussi toujours très compliqué parce qu'on, hem, on pourrait dire que les expériences de mort imminente existent sous ce nom-là, depuis 1896, où un philosophe de Nancy, Victor Heger, va, utiliser ce vocable pour les désigner. C'est pas la première expérience qui a été décrite, il y a une accumulation qui a été faite par plein d'autres chercheurs, et quand on se met à relire les textes de l'Antiquité, on peut trouver chez Platon, le récit, de la mort, la quasi-mort du soldat d'air, et qu'on va pouvoir identifier rétrospectivement avec notre modèle actuel comme probablement une expérience de mort imminente. Donc on pourrait se dire que ça a toujours été là, et c'est juste quelle place on leur a donné dans notre culture, comme importance aussi pour décrire ce que serait la mort, puisque pour Victor Heger, par exemple, c'est une expérience effectivement subjective d'un moi vif confronté à une menace mortelle, mais c'est pas une véritable visite dans le paradis. Ils se rendent bien compte que c'est déclenché sur une base purement psychologique dans plein de circonstances où il n'y a pas réellement un danger physique. Et par la suite, ça prend plus ou moins racine dans la psychologie, puis après ça disparaît, et c'est redécouvert dans les années 60-70 aux États-Unis, chez des psychologues, chez des psychiatres, chez des parapsychologues, et là, ça va prendre une mouture un peu plus mystique. Et donc, la description qui va être donnée et qui va être hyper popularisée, qui rend un petit peu l'image actuelle des expériences de mort imminente, genre il faut passer dans un tunnel où il y a une lumière, il y a des anges autour, ça, ces clichés-là, ça date d'il y a 50 ans. Si les gens identifient l'expérience de mort imminente à ça, bon, bah en fait, c'est un cliché de très récent, et il y a plein de gens qui se reconnaissent là-dedans, mais ça veut pas dire que c'est le tout des expériences de mort imminente. Il y en a plein d'autres où les gens n'ont ni tunnel, ni lumière, ni ange, et du coup, ben, on voit bien que il n'y a pas un modèle qui ferait consensus. Les chercheurs se battent encore entre eux pour dire ce qui rentre ou pas dedans. Et moi-même, j'ai mon petit modèle, en fait, j'ai mes propositions qui peuvent être faites, parce que j'ai aussi une écoute clinique, ce qui fait qu'il y a des gens qui viennent me voir avec des choses qui rentrent pas très bien dans les cases, qui sont plus complexes, plus ambivalentes aussi que ce qu'on peut trouver dans les médias, qui ont tendance à se répéter, et les livres qui ont tendance aussi à ressortir les mêmes choses. En fait, il y a très peu de recherches sur ces domaines, et les gens les connaissent assez mal. Par contre, ça vend du rêve, la vie après la mort, plein de promesses absolument géniales, et c'est ça qui intéresse la plupart des gens. Moi, ce que j'ai trouvé, pas tout seul, hein, en m'appuyant vraiment sur les travaux d'auteurs déjà très anciens, c'est que c'est une réaction adaptée, c'est une transe en fait, un état non ordinaire de conscience qu'on est tous susceptibles de vivre, expérience de mort imminente, quand on se pense confronté à un danger mortel, à une disparition imminente de soi-même. Et donc, ce cas-là, cette réaction, elle va nous amener très paradoxalement à être convaincus que c'est la fin, c'est terminé, game over. Et en même temps, on a une émotion très calme, ce qu'on va appeler l'ataraxie. On accepte, on ne panique pas du tout face à. C'est très paradoxal par rapport à le danger qu'on vient de percevoir. Ça, ce sont les deux premiers points. Et ensuite, il va y avoir des points qui sont plus ou moins présents. Les gens vont avoir une vision du monde qui va se modifier au sens où le monde se ralentit, voire s'arrête. Par contre, leur pensée s'accélère et leur coordination entre tête et corps s'améliore, c'est beaucoup plus fluide, et ça leur permet d'analyser les situations et d'essayer de mettre au point des actions de sauvetage pour se sortir de la panade. Dans tout ça, il y a quelques personnes qui vont en plus avoir des revues de souvenirs. Il y en a qui vont aussi, mais c'est vraiment là, on est à plus qu'un tiers des expériences, des gens qui vont sortir de leur corps. Il y a aussi des gens qui vont voir un tunnel, mais c'est plus que 8% des expériences, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont très contingentes, et on n'a pas aujourd'hui la droite ligne de ce que serait une expérience de mort imminente. Après, votre question, elle était aussi culturelle. Eh bien, il y a des influences culturelles sur tout ce qui va être ce que j'appelle moi le scénario de survie, toute la partie où on a complètement décroché de la situation et on essaye de subjectivement de suivre une trame. Il y a une sorte de refuge pour la psyché
ce qu'elle va traverser dans ce moment extrêmement délicat, in extremis. Donc il y a une partie d'elle qui est en train de lutter pour survivre, et une autre partie qui gère ça de très loin, avec la distance. Et dans ce scénario de survie, il y a beaucoup de choses très personnelles. Je vais revoir des gens que j'aime, je vais voir des choses qui confirment aussi un peu mes croyances, pas tout le temps, mais le plus souvent. Et il y a des aspects très culturels, au sens où quand on fait des études statistiques dans tel ou tel pays, il y a des éléments qui apparaissent pas du tout. Par exemple, le tunnel en Inde, il y en a pas du tout. Et la façon dont la revue de vue va se présenter va pas être la même en fonction de la culture. Et donc, on peut se dire que c'est vraiment une production. C'est comme, je donnais cette métaphore encore récemment. En fait, c'est faire son cinéma, mais on peut dire, ouais, il y a du cinéma italien. Du coup, il y a des références un peu typiques. Il y a une façon de filmer, il y a une façon de raconter l'histoire. Il y a un cinéma indien. Et donc, c'est ces éléments-là. Tout le monde va voir des images et voir un peu même les mêmes scénarios, la même histoire d'amour, mais il y avoir des retouches qui sont propres à la culture. Et dans ces récits, je sais pas justement si c'est une réalité clinique ou si c'est des récits qui sont déformés sur Internet et qui n'ont pas vraiment de vraie base clinique derrière. Tous les récits où il va y avoir dans le cas de mort imminente ou d'expérience simplement de sortie de corps, où les patients vont dire ah oui, j'ai vu que un tel a fait ça à la maison et derrière la personne confirme avoir bien fait ça, ou alors je crois qu'il y en a un cas où il y avait une chaussure sur le toit d'un hôpital et la chaussure était bel et bien sur le toit de l'hôpital. Est-ce que justement, derrière ces récits, il y a une réalité clinique, c'est-à-dire qu'on observe vraiment ce genre de récits en réalité clinique sans vraiment savoir comment les expliquer? Est-ce que on pourrait les expliquer par juste une connaissance de, par exemple, la routine de quelqu'un, et donc, oui, bon, bah, il y avait de grandes chances qu'elle fasse ça, donc c'est plus de l'ordre de la coïncidence que de l'ordre de quelque chose? Ou est-ce que justement, on est dans le mystère un petit peu à se demander qu'est-ce qui se passe et enfin voilà, c'est quoi le point de vue à ce niveau-là? En fait, c'est vrai que moi, je suis pas dans l'idée de réduire tout le mystère derrière ces expériences. Mon objectif n'est pas forcément de dire: «Mais bon, vous inquiétez pas, en fait, on comprend très bien tout ce qui se passe». En réalité, on ne comprend pas du tout. Et c'est vrai que les gens vont du coup peut-être appuyer sur les parties qui sont les plus compliquées, à intégrer dans le modèle scientifique actuel, et c'est notamment tout ce qu'on va appeler les perceptions véridiques. Dans ces états non ordinaires, les gens vont rapporter des informations dont certaines vont être vérifiés, vont être corroborés avec des réalités dont ils n'avaient pas pu prendre connaissance directement. C'est sûrement génial, mais il y a plusieurs niveaux de difficulté. Le premier, c'est que ces témoignages-là sont assez faillibles, et c'est pas parce qu'ils se diffusent très largement qu'ils sont très bien enquêtés et documentés. Celui que vous donnez de la basket sur la fenêtre de l'hôpital, il a été débunké. En réalité, on a très peu d'éléments qui viennent confirmer le récit, d'ailleurs, qui avait fait l'objet de vidéos. Et c'est typiquement le cas, j'ai envie de dire, ouah, c'est vraiment pas le meilleur, ne vous appuyez pas là-dessus pour tenir. Il y en a d'autres qui sont bien mieux fondés, qui ont même été publiés dans des revues médicales, mais en fait très peu. Un dernier recensement par Patricio Tresoldi, un professeur de psychologie italien, faisait état de 10 publications, dont 7 cas où la personne, elle avait aussi la possibilité d'entendre les informations, et on ne sait pas très bien, par exemple, dans l'état d'inconscience dans lequel elle était, si elle ne pouvait pas capter auditivement les informations. Simplement les retraduire visuellement comme on pourrait tous le faire. Et donc, il en restait pas grand-chose qui suffisait pour convaincre que, je sais pas, l'EMI donne lieu à une promenade de l'âme qui pouvait, en toute sécurité, voir tout ce qui se passe. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est que du coup, les chercheurs, ils essayent de développer des méthodes pour plus rigoureusement étayer ces perceptions véridiques, parce qu'elles sont étonnantes et elles amènent du grain à moudre pour imaginer ce qui se passe. Là, il y a des échecs, parce que déjà, il y a très peu de chercheurs qui font ça, et ceux qui l'ont fait, ils ont eu du mal à imaginer c'est quoi une cible, c'est quoi un cadre expérimental dans lequel on pourrait faire que des gens qui sont en train de mourir s'intéressent à notre expérience et aillent voir à tel endroit s'il y a un truc rigolo à aller chercher. Et c'est même d'un niveau de ridicule au niveau des protocoles, dont moi je me permets de me moquer, mais j'admire malgré tout le travail qui a été fait. Et donc Sam Parnia, qui est un médecin américain ou britannique, je me trompe peut-être, dans un ensemble d'hôpitaux, il avait mis en place un système avec des cibles, et dès que les gens étaient réanimés, on faisait en sorte d'enquêter auprès d'eux qu'ils avaient pu percevoir à ce moment-là, et les résultats qu'il a eus sont inférieurs significativement à ceux que le hasard nous montrait d'attendre. Donc c'est vraiment un échec à ce niveau-là. Ça veut pas dire que ça n'existe pas, ça veut dire que pour l'instant, on n'a pas accumulé des preuves suffisantes
là-dessus. Il y a quelques témoignages, c'est mal documenté, et après, on n'a pas les preuves. Mais il y a un troisième niveau, c'est que les perceptions véridiques, on peut aussi les appeler des perceptions extrasensorielles, et il y a tout un champ scientifique qu'on appelle la parapsychologie, qui dispose depuis 150 ans d'études en laboratoire, où on essaye de provoquer ces mêmes expériences dans un cadre extrêmement bien contrôlé. On n'a pas besoin que les gens meurent, on n'a pas besoin qu'ils soient forcément dans un d'état non ordinaire assez poussé, genre en mode réanimation, tout ça. Par contre, on a des cibles qu'on contrôle bien, on a des statistiques qu'on connaît bien, on accumule les résultats de labo en labo, de génération en génération depuis très longtemps, et on publie tout ça depuis très longtemps aussi dans des très bonnes revues de psychologie, de physique, etc. Donc, c'est très étonnant que les gens associent l'expérience de mort imminente à ces perceptions véridiques, alors qu'en fait, c'est une partie très faible de chance, et puis qui en gros n'expliquerait absolument rien. L'expérience de mort imminente, c'est 50 000 fois autre chose que cette perception véridique, et à côté, ces gens ignorent la quantité et la valeur des travaux en parapsychologie scientifique. Donc pour moi, c'est toujours assez étonnant.